Si je devais donner les grandes lignes de cette histoire nénette, je dirais c'est bien entendu, parce que c'est un peuple qui, d'abord il faut le préciser, était connu depuis longtemps, hein, puisque dans les chroniques russes du XIe siècle déjà, on trouve mention des Samoyèdes, c'est le nom des nénettes avant la Révolution, vivant dans des pays de demi-nuit. Et en fait, beaucoup de marchands allaient déjà faire commerce de fourrure, ils traversaient l'Oural pour aller chez les nénettes, chez les Samoyèdes. Donc les grandes étapes, moi je dirais que c'est la conquête de la Sibérie, XVIe siècle, la colonisation qui a suivi au XVIIe, avec pour les nénettes la réniculture, puisqu'en fait ils n'étaient pas réniculteurs au départ, ils avaient quelques rennes, mais ils étaient chasseurs-pêcheurs et cueilleurs, et en fait au XVIIe ils ont commencé à développer leur réniculture, et de manière extensive, hein, en 100 ans c'était fait, en un siècle c'était fait, et sont donc devenus des pasteurs, avec le succès qu'on leur connaît, puisque maintenant le nénette est absolument associé aux rennes, on ne pense qu'à eux qu'en ces termes de réniculteurs, et eux-mêmes ne se pensent que comme des réniculteurs. Une autre, bon, enfin un petit peu évoqué, grande étape, c'est la soviétisation, donc dans les années 30, puisque le régime finalement était très ennuyé de ces peuples du Grand Nord sibérien, puisqu'il connaissait les ouvriers, il connaissait les paysans, tout était prévu dans la révolution pour ces gens-là, mais en revanche, les éleveurs de rennes, on ne savait pas très bien qu'en faire. Ils étaient perçus comme des gens arriérés, puisqu'ils étaient nomades, et le nomadisme n'était pas un stade développé de l'humanité, il était incompatible en tout cas avec le socialisme, ils étaient animistes, chamanistes, donc c'est quelque chose qui n'était pas très bien perçu non plus, puisque seule l'idéologie devait régner. Il n'y avait pas de place pour la spiritualité en tant que telle. Donc évidemment, il a fallu changer à peu près tout. Néanmoins, je crois qu'ils ont réussi à sauvegarder un certain nombre de choses en ayant, comme beaucoup d'autres, presque une double vie, c'est-à-dire qu'il y avait la façade et puis il y avait ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire qu'on travaillait au kolkhoz le jour, mais la nuit on pouvait faire certains rituels, et c'est comme ça que les choses se sont transmises. Après cette période dure, il y a eu des périodes un peu plus ouvertes dans les années 60, bon, avec Khrouchtchev, quoique c'est à mettre un peu entre guillemets, parce que c'est aussi une période où les langues autochtones qui étaient enseignées à peu près ont été interdites dans un certain nombre d'écoles. Elles n'ont été de nouveau autorisées que dans les années 70, voire 80. Mais il y a eu un autre choc qui a été celui de la conquête industrielle qui a commencé. On a découvert des gisements de gaz et de pétrole, notamment de gaz, 15 très importants gisements dans la péninsule de Yamal. Donc à partir du moment où des pipelines ou des gazoducs, des oléoducs ou des gazoducs ont à peu près corseté toute la toundra ou une bonne partie de la toundra, il n'y avait plus de place pour les transhumances. Et puis il y a eu un épisode aussi, bon un peu plus tôt que les années 60, en 57, mais enfin c'est à peu près la même époque, qui a été très important aussi. Alors là, pour les nets de la partie européenne de la Russie, c'est-à-dire avant l'Oural, ils habitaient sur la Nouvelle-Zamble, une île qui était un foyer de culture au début du siècle, puisqu'il y avait beaucoup d'exilés politiques qui avaient été envoyés sur cette île. Et c'est là d'ailleurs qu'est né le premier intellectuel nénète, Tikhon Vilka. Et en 1957, en juillet, des bateaux sont venus chercher la population, leur ont donné 2500 roubles, ou à peu près, et les ont emmenés sur le continent pour vivre à Arkhangelsk. Et en fait, l'île a été récupérée pour faire les essais nucléaires soviétiques, qui ne pouvaient plus avoir lieu dans le Kazakhstan, parce que dans le Kazakhstan, il y avait trop de Russes qui y habitaient. Et donc il fallait trouver un endroit. Donc ça c'est quelque chose, et la fille encore de Tikhon Vilka aujourd'hui ne peut pas retourner sur cette île, c'est une île interdite désormais. Alors le chant c'est une des composantes principales de la littérature orale nénète parce que on naît et on meurt pratiquement avec des chants. Quand je dis qu'on naît avec des chants, c'est-à-dire que chaque mère, parfois des grands-mères, la plupart du temps les mères, créent un chant pour son enfant. Alors c'est quelque chose qui est entre description de l'enfant et rêve propitiatoire, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'il voudrait qu'il soit. Ce chant sera gardé par l'enfant jusqu'à ce qu'il soit lui-même en âge de composer son propre chant, un chant d'adulte. Et donc ces chants liés à l'enfance, c'est pour ça, enfin il y en a beaucoup puisqu'il y en a autant que d'enfants. Et on peut trouver par exemple, si l'enfant a un visage très rond, la mère dira qu'il a le visage comme le soleil, s'il a des joues roses,
Elle dira que elle a comme enfin l'enfant a comme des chutes de drap rouge sur les joues. Si c'est un garçon habile, on pourra dire que quand il sera plus grand, les poissons se jetteront la gueule dans ses filets et les renards se jetteront dans ses pièges. Si c'est une fille qui est habile aux travaux d'aiguille, on dira que ses motifs de couture, ses points de couture feront pâlir la lumière du nord. Enfin, bon, ça c'est quelque chose de très important. Et, alors ça, ce sont les chants personnels. Et puis sinon, ce qui est très important aussi, ce sont les chants épiques. Alors il y a les Siudbaps, qui sont des chants assez anciens et qui traitent essentiellement des esprits et des dieux. Et souvent, ce sont des héros qui volent sur leur arc à travers le ciel. Ils nomadisent de nuage en nuage. Et ils combattent des monstres, parfois même les divinités, et il arrive qu'ils gagnent le Panthéon, très souvent ils gagnent le Panthéon et chassent ou délogent une divinité et prennent sa place. Il y a les Yarapt, qui viennent du mot pleur et qui comptent les mésaventures de héros. Là on est plus dans le monde des hommes, de héros à qui donc il arrive des choses épouvantables, mais qui finalement arrivent à vaincre l'infortune. Et ces chants-là, contrairement au Siudbab, se racontent à la troisième personne, à la première personne, pardon, du singulier. C'est-à-dire que le héros raconte lui-même son histoire. Et puis il y a un chant typiquement nénètse, les Rinapt, qui sont des chants qui sont racontés par le mot-parole ou par l'esprit du chant, Miniko. Et ce sont de très longs chants, hein, parce que ces chants peuvent durer plusieurs jours, en tout cas c'est ce qu'on dit, plusieurs heures, ça c'est certain. Et voilà, donc tout ça, enfin, le nénètse se chante presque en permanence, dans la toundra, en travaillant avec ses rennes ou en travaillant sous la tente. C'est quelque chose qui fait partie de la composante. Et bon, il y a même eu à l'époque soviétique des chants tout à fait patriotiques et de circonstances qui ont été aussi créés par les nénètses. Ils se sont emparés de ça parce que c'était un nouveau motif pour eux de création. Mais ce sont des gens en tout cas qui aiment créer. C'est-à-dire que les nénètses ont cette capacité à s'adapter parce qu'ils sont dans un environnement extrêmement hostile, enfin ou qui peut paraître hostile, et ça développe évidemment tout un potentiel de résistance qui est symbolisé par leur tradition et qui fait qu'ils arrivent jusqu'à présent à résister à beaucoup de choses et à intégrer un certain nombre de choses. Donc je vois par exemple pour l'électricité qu'ont apporté évidemment les soviétiques, les nénètses ont trouvé une expression, le feu froid. Et même pour revenir à la littérature orale, ils ont des devinettes, ça c'est quelque chose d'assez classique, et il y a des devinettes qui concernent des choses tout à fait apportées là aussi par la contemporanéité, c'est-à-dire par exemple une devinette ce serait il n'aboie pas, il ne mord pas, mais il interdit l'entrée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un cadenas. Elle brûle sans brûler. Les ampoules. Enfin, donc tout est intégré comme ça, de même que la christianisation a été intégrée aussi, puisque j'ai trouvé des textes avec comment Nicolas, c'est-à-dire en fait Saint Nicolas Thaumaturge, a travaillé pour Noum, l'esprit céleste. Donc tout est intégré et toute leur histoire est revisitée finalement à travers le chant ou à travers la parole.